Pendant le dîner de Noël, mon père a annoncé « Votre sœur n'a jamais pris un centime à qui que ce soit. Une pure self-made woman. » La table a applaudi. J'ai siroté mon vin et j'ai dit « Super. » Alors les 10 500 que j'ai discrètement payés pour son prêt commercial ne lui manqueront pas. Sa fourchette a heurté l'assiette dans un bruit sec et 5 minutes plus tard. Je m'appelle Alara Queen West, j'ai 32 ans. Noël signifiait autrefois retenir ma respiration pendant 3 heures pendant que des gens qui prétendaient m'aimer répétaient une version de notre famille où je n'existais pas, sauf si mon portefeuille existait. Cette année, je me suis promis de m'asseoir, de sourire, de siroter le vin que j'avais apporté et de partir avant le dessert. Pas de discours, pas de sauvetage, pas de transfert discret pour maintenir la paix comme une bonne fille qui comprend son rôle. La table était parfaite, digne d'un magazine. Le jambon laqué comme un miroir, les pommes de terre fouettées en nuages, les bougies qui en faisaient trop. Mon père s'est levé à la moitié du repas avec cette paume gonflée familière qu'il arborait avant une annonce. Une fourchette dans une main, un verre dans l'autre. Il s'est éclairci la gorge comme si un podium avait poussé sous lui. Levons nos verres à Émilie, a-t-il dit. Elle n'a jamais pris un centime à qui que ce soit. Une pure self-made woman. Les applaudissements ont éclaté comme si on avait appuyé sur un bouton de public de studio. Même tante Denise, qui avait prêté 5 000 $ à Émilie une fois et ne les avait jamais revus, a applaudi comme si son hypothèque dépendait du bruit. Ma mère a souri. Le genre de sourire que l'on utilise pour pousser un récit en montée. Émilie a penché la tête et l'a accepté comme une couronne, les yeux vitreux d'une gratitude de convention. J'ai siroté mon vin et je me suis regardé flotter à la surface comme un reflet que je ne reconnaissais pas. Je n'avais pas prévu de le dire. J'avais prévu de partir en me mordant la langue jusqu'au sang, mais le silence ne fonctionne que lorsqu'il n'est pas utilisé comme une arme contre vous. Super, ai-je dit en posant mon verre. Alors les 11 000 que j'ai discrètement payés pour le prêt commercial de papa, le loyer, le téléphone et les réparations de la voiture ne lui manqueront pas. La fourchette est tombée la première, le tintement métallique de celle de mon père contre l'assiette, le son d'un masque qui tombe. Un rire a été coupé en pleine note. Le sourire d'Émilie s'est figé et s'est fissuré sur les bords. Le visage de ma mère n'a pas bougé. Seuls les muscles autour de ses yeux se sont resserrés comme des cordons de serrage. Personne n'a parlé pendant 5 secondes. Puis la pièce a été inondée. « De quoi parles-tu » a exigé mon père, la chaleur ayant quitté sa voix comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une tempête de neige. Alors je leur ai raconté. Il y a 2 ans, quand son entreprise de CVC perdait des contrats, il est venu me voir en privé parce que demander à la famille était trop embarrassant. Il avait besoin d'aide pour restructurer un prêt, promettant de me rembourser au printemps. Le printemps a glissé, puis 1 an, puis 2. Chaque fois que je demandais, prudemment, respectueusement, il m'écartait d'un geste comme si j'étais dramatique. Pendant ce temps, Émilie avait eu besoin d'aide pour le loyer l'été dernier, 12 200, puis 500 pour des réparations de voiture, puis 300 quand elle a perdu son téléphone. La même année, mes parents se sont envolés pour Aruba parce que prendre soin de soi est important. J'avais des reçus et le goût du fer dans la bouche. Oncle Paul fixait son assiette comme si elle pouvait avouer quelque chose. Le cousin Tyler avait l'air d'essayer de ne pas sourire. Émilie a retrouvé sa voix. « Tu essaies de me ruiner » a-t-elle dit, ne pleurant pas encore, juste en train de calibrer pour les faits. « Tu ne pouvais pas supporter de me faire un compliment pour une fois. » Pour une fois, ai-je fait écho et j'ai senti mon pouls se calmer. J'en ai fini de payer pour des applaudissements enregistrés. Ma mère a enfin respiré. « Alara, on ne lave pas son linge sale en public à Noël. Vous m'avez transformé en linge sale, ai-je dit, et j'en ai fini de me faire essorer pour une apparence. » Je me suis levé. J'ai remercié Denise pour le dîner, Tyler pour avoir apporté le vin, Paul pour avoir réparé la chaise bancale l'année dernière que personne d'autre n'avait remarqué. J'ai gardé un ton égal car la rage est la seule émotion qu'ils sont préparés à gérer. Le calme les terrifie. Je pars plus tôt, ai-je dit. Je termine mon année proprement. Fini la fille distributeur de billets. Fini les paiements secrets pour que l'histoire reste jolie. Je ne serai pas là à Noël prochain. Dramatique, a dit mon père. Ingrate, a ajouté ma mère, juste au bon moment. Émilie a bondi de sa chaise dans un monologue à plein régime sur l'image et la trahison.
Les mots montaient et se chevauchaient comme une mauvaise symphonie. Je ne suis pas resté pour le crescendo. Manteau enfilé, écharpe nouée, je suis sorti dans un air qui ressemblait à de l'honnêteté. Dans l'allée, le givre grimpait sur mon pare-brise en dentelle. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti l'étrange légèreté qui vient du fait de ne pas se porter volontaire pour sa propre gomme. La liberté a un goût de cuivre. Au début, il faut s'acclimater. Dans le calme de ma voiture, j'ai regardé ma buée se former et disparaître et j'ai envisagé d'envoyer un texto d'excuse par pur réflexe. Je ne l'ai pas fait. J'ai conduit jusqu'à la maison avec la radio éteinte et la route qui cliquait sous mes pneus, et chaque clic sonnait comme le mot non. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles pendant 3 semaines. C'était déjà un record en soi. Le silence était assis en face de moi au petit déjeuner comme un invité qui pourrait être gentil ou qui pourrait préparer quelque chose. J'ai décidé de le traiter comme de la gentillesse. Le soir du Nouvel An, je me suis préparé un petit dîner pour une personne, j'ai versé un bon bourbon et j'ai écrit des résolutions que je voulais au lieu des règles dont ils avaient besoin. Arrêtez de subventionner les mauvais comportements. Arrêtez d'accepter des miettes étiquetées famille. Arrêtez de traduire l'amour à partir d'écritures comptables. Le deuxième samedi de janvier, la lumière du soleil de midi s'étirait sur le carrelage de ma cuisine. On a frappé à la porte. Rare dans mon quartier calme de Denver où les gens envoient des textos avant d'apparaître. À travers le Judas, il ressemblait à une carte de Noël dysfonctionnelle. Mes parents en manteau d'hiver, posés et cassants. Émilie avec des lunettes de soleil, bien que le ciel soit terne. Ma mère tenait un sac en plastique de biscuits achetés en magasin comme un alibi. Mon père arborait ce sourire qu'il réserve pour demander quelque chose d'horrible en le qualifiant de raisonnable. J'ai ouvert la porte mais je n'ai pas reculé. Nous devons parler, a dit mon père et il est passé devant moi quand même. Ils oublient toujours que les seuils sont des choix, pas des couloirs. Ils ont choisi mon salon sans permission. Se sont arrangés dans leur tableau habituel. Papa au bord du canapé, maman perchée comme un oiseau nerveux. Émilie recroquevillée dans le grand fauteuil, jouant l'adolescente à 29 ans. Ils ont commencé par la liturgie, malentendu, pardon, la famille d'abord, allez de l'avant. Je pouvais sentir le discours se construire en dessous, celui qui vous attire dans l'ancien contrat où vous payez pour être pris en considération. Puis Émilie en est venue à la partie qu'elle avait répétée. Tu nous dois une seconde chance après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. Le son m'a surprise moi-même. Ce que vous avez fait pour moi, ai-je répété, en savourant chaque mot. Mon père a expiré par le nez. Décision prise. Nous devons emprunter ta voiture, a-t-il dit. Juste pour quelques semaines. Notre deuxième est au garage. Émilie a détruit la sienne. Ta mère a besoin de la nôtre pour ses rendez-vous. La tienne ne sert à rien puisque tu travailles à la maison. Gagnant-gagnant. Non, ai-je dit, net et rapide. C'est la mienne. Je l'ai payée. Je l'assure. Personne ne la touche. C'est là que la performance s'est fissurée pour devenir quelque chose de sauvage. Mon père s'est levé et a fait les 100 pas, la pièce se rétrécissant autour de lui. Émilie m'a accusé d'être égoïste. Ma mère a demandé comment je pouvais être si cruel après tout leur sacrifice. Ma bouche avait un goût de vieille pièce de monnaie. Nous avons terminé, ai-je dit en montrant la porte. La conversation est terminée. Peut-être que je n'aurais pas dû quitter la pièce pour prendre mon téléphone. Peut-être que j'aurais dû me tenir entre eux et tout ce qui a des roues. Mais j'ai toujours eu du mal à croire qu'ils feront ce qu'ils feront. Quand je suis revenu, le salon était vide. L'allée aussi. J'ai appelé. Personne n'a répondu. J'ai envoyé un texto. Rien. Finalement, une notification. Émilie, tu la récupéreras quand tu arrêteras d'agir comme une étrangère. Une étrangère pour des gens qui ne me connaissaient que comme un compte pratique. Je me suis assise sur le pas de la porte et j'ai laissé le froid atteindre mes os. Quelques heures se sont écoulées comme un mauvais rêve. J'ai appelé à nouveau, messagerie vocale sur messagerie vocale, et j'ai senti le vieil entraînement se mettre en marche. Ne pas envenimer la situation. Résoudre le problème en famille. Avaler le truc pour que personne d'autre n'ait à le voir. Je me suis levé, j'ai regardé ma maison silencieuse et j'ai réalisé qu'avaler, c'est comme ça que je disparaissais.
Cette nuit-là, j'ai signalé le vol de la voiture. L'agent au téléphone n'a pas ri, ne m'a pas grondé, ni ne m'a demandé de reconsidérer parce que ce sont vos parents. Il a pris la marque, le modèle, la plaque d'immatriculation et a posé de meilleures questions que n'importe qui dans ma famille ne m'en a jamais posé. S'ils ne la rendent pas, a-t-il dit, cela devient criminel, famille ou pas. 2 jours plus tard, il a appelé. Ils avaient trouvé ma voiture dans un centre commercial à 20 minutes de là, garée devant un salon de coiffure. Émilie l'utilisait pour se rendre au travail. Immatriculation, mon nom, assurance, moi, historique désormais dans les dossiers. Il m'a demandé si je voulais porter plainte. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de soulagement. Oui, ai-je dit. Le lendemain matin, ils ont arrêté mon père. Ma mère a crié une litanie de noms dans l'allée pendant que les voisins regardaient. Mon père n'a rien dit. Le juge lui a donné 1 semaine en prison de comté. 7 jours, ce n'est rien et c'est tout. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une limite. Quand il est sorti, il n'est pas venu lui-même. Il a envoyé Émilie. Elle a martelé la porte moustiquaire avec ces mots avant même que je ne la déverrouille. Tu l'as humilié. C'est notre père. Tu l'as fait enfermer comme un criminel. J'ai ouvert la porte juste assez pour que ma voix puisse passer. Il a commis un crime. Pour une fois, elle ne semblait pas certaine de son scénario. Elle a craché, tu penses que ça change quelque chose? Et est partie en trombe. Ça a changé quelque chose, mais pas comme elle le pensait. La nouvelle s'est répandue plus vite que n'importe quelle excuse. Oncle Paul a appelé pour prendre de mes nouvelles. A dit qu'il me soutenait depuis des années. Tyler a envoyé un unique pouce levé qui m'a semblé être une ovation debout de la part d'une personne qui comptait. Même tante Denise a envoyé, il était temps que quelqu'un leur tienne tête. Je me suis permis, le temps d'une soirée, de croire que c'était peut-être fini, que j'avais survécu à la partie la plus bruyante, qu'ils se retireraient dans leur idée de la grâce, qui n'est que le silence lorsque le public n'applaudit pas. J'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. 4 jours plus tard, des pneus ont crissé dans mon allée à 9h02 du matin. J'ai regardé dehors. Mes parents, un épais dossier dans les mains de mon père, des lunettes de soleil sur ma mère comme si elle se rendait à un enterrement pour la vérité. Je suis sorti en pyjama, le café me brûlant la paume, et je les ai rejoints sur le porche. Nous devons régler ça, a dit mon père. Il a ouvert le dossier et a déplié un accord agrafé imprimé sur du papier fin. Tu retireras les futures accusations, tu arrêteras de diffamer la famille et tu t'excuseras publiquement lors de la prochaine réunion. En retour, qu'est-ce que j'obtiens? Ai-je demandé. La voiture, a-t-il dit. J'ai regardé la Ford qui tournait au ralenti dans la rue. Où est-elle? Ils se sont regardés. Mon père a baissé le regard. Nous l'avons vendue. Le café s'est stabilisé dans ma main. Vous avez fait quoi? Nous avions besoin d'un véhicule plus grand, a-t-il dit, aussi raisonnable que la gravité. Les genoux de ta mère. La Civic ne servait à rien. Nous l'avons utilisé comme acompte pour un SUV. Il est au nom d'Émilie. Il a sorti un chèque. Le montant était si loin en dessous de la valeur de ma voiture que la colère n'a même pas eu où atterrir. Je le lui ai rendu. Vous venez d'ajouter le vol de voiture qualifié et la fraude, ai-je dit. Je vais appeler mon avocat. Ma mère a finalement brisé son sang-froid. Tu te retournes contre ton propre sang. Tu détruis tout ce que nous avons construit. Tu le regretteras quand viendra le moment de l'héritage. Et puis elle a prononcé leur phrase nucléaire. Il y a une clause dans le testament de ton grand-père sur l'unité familiale. Si tu continues comme ça, aucun de nous ne touchera un centime. J'ai regardé leurs mots se bluffer en monstres et j'ai ressenti quelque chose de curieux, de calme. Ils ne savaient pas ce que je savais. Grand-père n'a pas écrit d'armes dans son testament pour que des abuseurs les manient. Il a écrit des garde-fous. Je n'ai rien dit de tout cela. Je les ai laissés partir, fiers de leur performance, de leurs papiers et de leurs chèques contrefaits. Quand la rue a avalé leur voiture, je suis rentré, je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai passé 3 appels. À ma tante, à l'oncle Paul, à Tyler. Puis un de plus à l'ancien avocat de grand-père. Certaines familles font le commerce de l'affection. La mienne fait le commerce de la paperasse.
Et j'en avais fini de signer quoi que ce soit qui me faisait disparaître. Grand-père n'a jamais aimé les leçons de morale, mais il aimait les registres. Quand j'avais 28 ans, il m'a demandé de l'aider à configurer ses services bancaires en ligne. Nous avons passé 2 samedis à trier des documents numérisés dans des dossiers de bureau bien rangés nommés comme des chapitres. Impôts, assurance, succession. Il n'était pas sentimental à ce sujet. Le papier dit la vérité quand les gens ne veulent pas le faire, a-t-il dit, en faisant glisser une tasse de café vers moi comme s'il signait un traité. Je ne savais pas alors que cette phrase deviendrait une porte que j'ouvrirais 4 ans plus tard avec des mains tremblantes. Après que mes parents ont quitté mon Porsche, agitant leur contrat contrefait et cette insulte de chèque, j'ai composé des numéros de confiance. Tante Denise a répondu la première. Elle avait toujours eu le soupçon silencieux que les choses ne collaient pas, comme une femme qui entend un robinet couler dans la maison de quelqu'un d'autre. Je lui ai tout raconté, le toast de Noël, le prêt secret, la voiture, l'arrestation, la clause d'unité, aussi calmement que possible. Elle a expiré comme de la vapeur sortant d'un tuyau. J'écoute, a-t-elle dit. Et je te crois. L'oncle Paul était le suivant. Pratique, à l'humour noir, allergique à la performance. Il en avait trop vu pour être choqué. Je garderai les oreilles ouvertes, a-t-il dit. Et ma bouche fermée jusqu'à ce que cela compte. Puis j'ai appelé Tyler, cousin, parajuriste, moteur de recherche humain. Il n'avait pas accès au dossier de grand-père, mais il connaissait l'avocat qu'il avait, un homme que grand-père avait utilisé pendant des décennies, qui exerçait toujours dans un bureau en briques qui sentait la poussière et la loyauté. Tyler m'a envoyé le numéro par texto. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai appuyé sur appeler. Hamilton & Pierce, a dit une réceptionniste, sèche, mais pas méchante. 2 transferts plus tard, j'étais en ligne avec Monsieur Haye, le genre d'avocat qui parle en phrases mesurées et ne gaspille jamais un mot. Mademoiselle West, a-t-il dit après avoir écouté mon résumé. Il y a en effet une clause d'unité, mais ce n'est pas le gourdin que vos parents décrivent. Alors qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Un garde-fou, a-t-il dit. Votre grand-père a modifié le testament 2 ans avant son décès. La clause stipule que tout bénéficiaire reconnu coupable d'exploiter financièrement un autre membre de la famille, prêt déguisé en don, détournement de biens, transfert forcé, intimidation en matière d'héritage, perd sa part. L'addendum est assez explicite. Il nomme des individus sur la base d'incidents documentés qui m'ont été soumis à l'époque. Un silence s'est installé entre nous, net comme une coupure. Des noms? Ai-je demandé, la voix plus stable que je ne le sentais. Il y en a 2, a-t-il dit. Votre père, il a lu le nom légal complet. Et votre sœur, Émilie. Il a fait une pause, puis a ajouté, votre nom n'est pas listé. Votre grand-père était préoccupé par le fardeau qui vous était imposé. Le carrelage de la cuisine sous mes pieds m'a soudainement semblé plus froid, comme si mon corps avait bougé alors que j'étais resté immobile. Donc, si la clause est appliquée. Elle est exécutoire, a-t-il dit doucement. Si les conditions sont remplies, leurs parts sont redistribuées entre les bénéficiaires restants. Cette décision ne vous appartient pas, mademoiselle West, mais vous pouvez fournir des preuves si on vous le demande. Je vous suggère de tout documenter, date, texto, rapport. Je l'ai déjà fait, ai-je dit, et j'ai jeté un coup d'œil au dossier sur ma table, une colonne vertébrale en papier grandeur nature. Quand nous avons raccroché, j'ai appelé Noah. Nous avions commencé comme quelque chose de décontracté. Café après l'escalade, ramène tard le soir, une impatience partagée pour les gens qui utilisaient les excuses comme une horloge que l'on remonte. Il était maintenant mon petit ami, un mot qui semblait étrange dans ma bouche par sa simplicité. Il a décroché à la 2e sonnerie. Dis-moi, a-t-il dit, de la même manière que certaines personnes disent bonjour. Je l'ai fait. Il n'a pas essayé de réparer les choses. Il ne m'a pas tendu la rage ou le pardon comme des options sur un menu. Il a dit, je serai là après que tu auras fait ce que tu as à faire. Et j'ai compris quel genre d'homme il était. Plus tard, Maya, l'ex de Noah, m'a envoyé un message privé que je n'avais pas demandé. Une petite grenade bien propre destinée à rouler sous ma porte. Peut-être que si tu n'étais pas si dramatique, sa famille ne te détesterait pas. Certaines d'entre nous savent comment maintenir la paix. Sa photo de profil était une coupe de champagne. Émilie l'avait suivi l'année dernière.
Bien sûr, elles étaient connectées. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai classée sous contexte parce que le papier dit la vérité même quand ce sont des pixels. J'ai invité un petit cercle dans mon salon de nuit plus tard. Denise, Paul, Tyler et deux cousins qui avaient appris la performance et avaient tranquillement arrêté d'applaudir. J'ai mis du café et j'ai sorti des biscuits achetés en magasin juste pour voir si je pouvais les récupérer de l'alibi que ma mère utilisait pour eux. Quand tout le monde s'est installé, je n'ai pas répété de discours. J'ai simplement exposé l'histoire comme une carte. Le prêt et le printemps qui n'a jamais pris fin. Les transferts étiquetés aide, l'arrestation, l'accord, la voiture vendue, la menace concernant le testament. Puis j'ai placé le dossier au milieu de la table basse comme un fait central. Tyler a parlé ensuite, prudent comme un témoin. Il avait imprimé la clause du testament validée et surligné des passages. Il ne s'agit pas d'harmonie familiale, a-t-il dit en tapotant le papier. Il s'agit de pénaliser l'exploitation. Grand-père n'était pas intéressé par une fausse unité. Il voulait arrêter les schémas qui brisent les gens. Denise a hoché la tête, les mains jointes comme si elle avait peur que si elle les déverrouillait, le chagrin en tombe. Il m'a dit qu'il était fatigué de voir les deux mêmes prendre et appeler ça de l'amour, a-t-elle dit. Je ne savais pas qu'il avait changé le testament. Je suis contente qu'il l'ait fait. Paul s'est penché en arrière et a laissé échapper un long souffle. Eh bien, a-t-il dit, voilà qui règle l'affaire. Nous n'avons pas porté de toast. Personne ne s'est étreint. Ce n'était pas une victoire. C'était une température qui revenait à la normale. Quand ils sont partis, la maison semblait plus grande, comme si j'avais abattu un mur que je ne pouvais pas voir auparavant. 3 semaines plus tard, des enveloppes formelles ont atteint les boîtes aux lettres comme un éclair lent. Avis d'exécution. La succession avait examiné les preuves, y compris le rapport de police, les registres de transactions et un historique que je ne savais pas que grand-père avait déjà fourni, et avait statué que mon père et Émilie étaient disqualifiés en vertu de la clause. 6 chiffres chacun partis, réaffectés aux bénéficiaires restants. Il n'y avait rien à contester. Grand-père s'en était assuré. Ma messagerie vocale s'est remplie de parasites. Le premier message de ma mère est arrivé dans un flot de majuscules. Tu penses que c'est fini? Tu as tout ruiné. Ton père a perdu des clients. Les amis d'Émilie ne lui parlent plus. Tu as détruit notre famille. Je n'ai pas répondu. Émilie a posté un statut critique 1 heure plus tard sur la trahison et les faux parents. Un cousin a répondu, peut-être ne vole pas ta propre sœur la prochaine fois. La publication a disparu. Comme toutes les choses construites pour les apparences. Le message de papa est venu en dernier. Silencieux et étranglé. Je ne savais pas que ça irait aussi loin, a-t-il dit. Je pensais que tu bluffais. Sois une adulte et prends de la hauteur. Répare ça. Il semblait plus petit que je ne l'avais jamais entendu, comme si le monde avait finalement refusé de le maintenir à sa hauteur préférée. Je n'ai pas rappelé. Il y a des mots auxquels on ne peut répondre que par ce que l'on fait ensuite. J'ai déménagé, 2e étage, meilleure serrure, une lumière du soleil qui restait plus longtemps sur les murs. Noah et moi avons monté des boîtes dans les escaliers à minuit, riant de notre propre mauvaise technique, évacuant la vieille maison par la sueur. Il a dormi par terre cette première nuit, la main sur ma cheville comme une promesse sans performance. Le matin, j'ai fait du café pendant qu'il trouvait la boîte à outils. Tu veux que je change la quincaillerie de la porte? A-t-il demandé. Où tu veux le faire? J'ai dit que je le voulais. Il a tenu les vis pendant que je les vissais une par une. Le déclic du loquet a été le son le plus satisfaisant que j'ai entendu depuis des années. Pendant 1 mois, rien ne s'est passé. J'ai cuisiné pour des amis sans compter les reçus dans ma tête. Denise a envoyé une photo d'une nouvelle plante sur son rebord de fenêtre avec la légende « Regarde, j'ai gardé quelque chose en vie ». Tyler m'a envoyé des mèmes qui feraient rire un juge. Même Paul s'est adouci et m'a envoyé un livre par la poste avec une note « Les marges sont pour la propriété ». Écrit dedans. Un jeudi, je suis sorti avec une tasse de voyage et un sac réutilisable, pensant aux courses et aux mots de passe, et je me suis arrêté. Ma place de parking était vide. J'ai cligné des yeux 1 fois, 2 fois, comme on le fait quand on pense que ses yeux pourraient mentir pour nous protéger. J'ai appelé la ville. Pas de remorquage. J'ai appelé l'assurance.
Pas de reprise de possession. Je le savais avant même que mon pouce ne quitte l'écran. Je suis allé chez mon voisin, retraité, méticuleux, un homme qui considérait la surveillance comme un passe-temps et un service communautaire. Bien sûr, a-t-il dit, en préparant déjà les images. À 6h42 du matin, une Ford familière s'est glissée dans le parking comme un fantôme se rejouant. Mon père est sorti avec ce même calme immérité, ma mère scrutant la rue comme si les caméras étaient des commérages. Il a utilisé un double de clé dont je ne me souvenais pas de l'existence. Les portes se sont ouvertes comme si elles lui avaient toujours appartenu. Il a de nouveau emporté ma voiture. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas appelé ma mère pour négocier la réalité. Je me suis assise sur mon canapé où la lumière du matin dessinait un rectangle lumineux et j'ai composé le numéro que j'avais enregistré sous le nom d'officier Alvarez. Il semblait fatigué mais pas surpris quand il a reconnu ma voix. « Voulez-vous porter plainte à nouveau » a-t-il demandé. « Absolument, ai-je dit. Et cette fois, je ne répondrai à aucun appel me disant d'être une bonne fille. » Il a pris le rapport. J'ai envoyé la vidéo. J'ai envoyé un texto à Noah. Ils ont repris la voiture. Je vais bien. Je m'en occupe. Il a répondu par une seule ligne. Je te crois. J'arrive après le travail si tu veux que je sois là. Au coucher du soleil, la voiture a été localisée à l'extérieur d'un centre commercial près de l'appartement d'Emily. Les plaques n'avaient même pas été changées. L'arrestation a été rapide car certaines histoires finissent par ne plus avoir besoin d'explications. Papa a été de nouveau arrêté. Ce juge n'était pas intéressé par les avertissements. 7 jours, sans caution. Ma mère ne s'est pas montrée. Émilie non plus. Je suis resté près de ma fenêtre cette nuit-là et j'ai regardé la ville promener ses chiens, porter ses plats à emporter, vivre ses vies ordinaires. La paix n'était pas silencieuse à ce moment-là. C'était un bourdonnement constant. Le son de quelque chose qui tenait enfin. Le lendemain matin, l'oncle Paul a appelé. Assez, c'est assez, a-t-il dit. Lui, Denise et 3 autres parents ajoutaient une clause à leur testament. Anti-exploitation, disqualification automatique, 0 vote requis. Ton grand-père a eu la bonne idée, a dit Paul. On avait juste besoin qu'on nous le rappelle. Émilie l'a appris en moins de 48 heures et s'est présentée dans l'allée de Denise, hurlant comme si le volume pouvait réécrire les contrats. Denise n'a pas ouvert la porte. Elle a appelé la police et est retournée arroser sa plante. La scène s'est éteinte comme un cierge magique sous la pluie. Le puits s'était finalement tari. Pas d'argent, pas de levier, pas de public. Cela aurait dû être la fin. Mais les fins ne s'annoncent pas. Elles arrivent comme une pièce qui se réchauffe, graduelle, indéniable. J'ai de nouveau changé mes serrures, non pas parce que j'avais peur, mais parce que les rituels comptent. J'ai mis le double de clé récupéré dans mon bureau, non pas pour l'utiliser, mais pour le regarder parfois comme un artefact d'une histoire que je ne vis plus. Maya a envoyé un dernier message, des excuses polies qui n'étaient pas tant pour moi que pour le fantôme d'elle-même qu'elle admirait. Je l'ai archivé. Noah a fait des omelettes pendant que je lisais à voix haute le livre de Paul, écrivant dans les marges comme quelqu'un qui prévoyait de garder les choses. Sur ma table de chevet, le dossier de documents s'épaississait de clôture, le papier disant la vérité comme grand-père l'avait promis. J'ai dormi profondément. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé de porte. 8 mois plus tard, j'ai cessé de mesurer le temps par qui s'excusait et j'ai commencé à le mesurer par la façon dont la lumière se déplaçait sur mes murs. Les matins étaient lents maintenant. Du café qui restait vraiment chaud, des fenêtres que je pouvais laisser ouvertes sans m'attendre à des phares ou des cris. Denver a dégelé tôt ce printemps-là, et avec lui, quelque chose à l'intérieur de moi aussi. Mes parents étaient devenus silencieux. Pas du genre performatif destiné à appâter la culpabilité. Un vrai silence, le genre qui ressemble à un mur là où il y avait une porte. Je ne me suis pas leurré en pensant que c'était du remords. C'était de l'épuisement. Leur théâtre avait perdu son financement. Émilie, en revanche, tentait toujours des rappels. Je voyais des éclairs d'elle sur les réseaux sociaux, de nouveaux selfies avec de vieilles légendes, résilience, renouveau, renaissance. Elle avait trouvé un nouveau petit ami, un entraîneur personnel nommé Hunter, qui ressemblait à une publicité ambulante pour le déni. J'ai fait défiler sans jugement.
La pitié est une monnaie que je ne transporte plus. Noah m'a demandé une fois, au milieu d'un petit déjeuner dominical paresseux, penses-tu parfois au pardon? J'ai pris une gorgée de café et j'ai répondu avec précaution, pas comme un cadeau, plutôt comme un paramètre de sécurité. Je peux pardonner assez pour continuer à vivre, mais pas assez pour les laisser revenir. Il a hoché la tête, puis a tendu la main sur la table et a tapoté mon poignet, là où la peau portait encore de légères cicatrices d'habitude de stress adolescente. Tu deviens doué pour verrouiller les bonnes portes, a-t-il dit. Le monde n'a pas changé de façon spectaculaire après les arrestations. Il a simplement commencé à avoir un sens. La clause de l'oncle Paul s'est répandue dans la famille comme une réforme silencieuse. À l'été, 5 parents avaient des copies notariées d'addenda similaires. Denise a plaisanté, nous sommes la coalition anti-vol, et Tyler a imprimé à tout le monde de nouveaux classeurs étiquetés l'héritage par levier. C'est devenu une légende familiale, notre façon d'inoculer les générations futures contre la manipulation déguisée en tradition. Je n'ai pas célébré la chute. J'ai juste noté l'absence de dégâts. C'était suffisant. Un après-midi, en triant le courrier dans mon nouvel appartement, j'ai trouvé une enveloppe épaisse avec l'écriture de ma mère. Pas d'adresse de retour, mais les boucles et la pression soignée étaient les siennes. Pendant une seconde, j'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Mais la curiosité est tenace, et parfois la clôture a besoin de preuves. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite sur du papier ligné, trop formelle pour être sincère. À Lara, commençait-elle. Je sais que tu penses avoir gagné. Mais il y a des choses que tu ne comprends pas sur ce que nous avons traversé. Tu as humilié ton père. Tu as détruit la confiance d'Emily. Les familles sont censées pardonner. Un jour, tu regretteras de t'être fait des ennemis de ton sang. Aucune excuse. Aucune acceptation. Juste de la culpabilité reconditionnée en chagrin. Je l'ai plié soigneusement, je l'ai glissé dans le vieux dossier avec tous les autres documents, et j'ai écrit un seul mot en haut au stylo, schéma. Ce week-end-là, j'ai emmené le dossier en ville au bureau de Monsieur Haye. La même pièce qui sentait autrefois la poussière sentait maintenant légèrement le cèdre. Il a souri légèrement en me voyant. Mademoiselle West, a-t-il dit. Je me demandais quand vous alliez arrêter de collecter et commencer à clore. Je lui ai tendu le dossier. C'est le reste, ai-je dit. Il a hoché la tête, l'a mis de côté sans l'ouvrir. Je n'ai pas besoin de le lire, a-t-il dit. Vous savez déjà comment ça se termine. Comment ça? Avec la paix, a-t-il dit simplement, et une trace écrite assez solide pour que personne ne puisse réécrire votre vérité. Dehors, le ciel s'est ouvert avec cette lumière particulière de Denver qui transforme chaque reflet en vert. J'ai marché jusqu'à ma voiture, et je me suis assise un moment avant de la démarrer. Il y a une quiétude qui vient après avoir survécu à une tempête de son propre sang. Ce n'est pas de la joie, c'est de l'alignement. Chaque son semble plus net, chaque silence mérité. Un mois plus tard, Denise a organisé un petit dîner, le premier qui ne nécessitait pas d'excuses comme billet d'entrée. De vrais rires ont rempli la pièce, le genre qui n'a pas peur d'être entendu. Paul a fait des grillades, Tyler a apporté du vin, et Noah se tenait à côté de moi comme s'il avait sa place là, non pas comme un sauveur, mais comme un témoin. À un moment donné, Paul a levé son verre et a dit, à Lara, pour avoir prouvé que la vérité n'a pas besoin de crier. J'ai souri, à moitié embarrassé. À grand-père, ai-je corrigé, pour avoir écrit de meilleures fins que nous ne le méritions. Tout le monde a ri, et pendant une seconde, j'ai vu à quoi la famille pouvait ressembler quand personne ne jouait un rôle. Plus tard dans la nuit, seul à nouveau, j'ai ouvert le dossier une dernière fois. Des pages de reçus, de rapports de police, de captures d'écran, de lettres, mon histoire réduite à des preuves. J'ai allumé une seule bougie et j'ai commencé à donner chaque feuille à la flamme. Le papier s'est enroulé et s'est replié sur lui-même, rougeoyant, s'en allant en murmurant. Quand la dernière page s'est transformée en cendre, j'ai fermé la fenêtre et j'ai chuchoté dans le noir, le papier a dit la vérité. Maintenant, il peut reposer. Dans les mois qui ont suivi, je me suis surprise à attendre la prochaine crise, la prochaine intrusion. Mais elle n'est jamais venue. Pas de sonnette, pas de poing qui martèle, pas de demande déguisée en inquiétude. Le calme est resté. J'ai appris à ne plus sursauter. Emily a refait surface en ligne une fois de plus, de nouveau fiancée à un homme de 2 fois son âge qui possédait un club nautique. La légende disait,
certaines personnes ne changent jamais. Je ne fais pas partie de ces personnes. Les commentaires étaient limités. J'ai souri, non par dépit, mais par clarté. Les schémas se répètent jusqu'à ce que quelqu'un refuse de danser. Le jour de l'anniversaire du Noël qui a tout déclenché, je suis allé sur la tombe de grand-père. La neige recouvrait l'herbe en ligne nette. Le genre de silence qui bourdonne. J'ai brossé la pierre tombale et j'ai déposé un petit dossier. Pas avec des documents, mais avec des photos. Le dîner chez Denise, mon nouvel appartement, Noah souriant au petit déjeuner. Le papier dit la vérité quand les gens ne veulent pas le faire, ai-je dit doucement. Tu avais raison. Mais j'ai finalement trouvé des gens qui le font. Le vent a répondu avec une sorte de douceur qui ressemblait à une clôture. Cette nuit-là, j'ai laissé la lumière de mon Porsche allumée. Pas pour eux, pour moi. Parce que la paix, quand on la possède enfin, mérite d'être vue. Je n'ai pas gagné une guerre. J'en ai terminé une. Et le silence qui a suivi n'était pas vide.